Bonsoir à tous, mardi 12 décembre, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de l'actualité locale. Entre deux tours de la présidentielle ratée, tension en interne, défection au sein du groupe au Conseil régional d'Île-de-France. Le Front National traverse une période difficile. Cette semaine, la Fédération des Yvelines organisait sa soirée de Noël à Versailles en présence de David Racheline, à l'occasion d'évoquer la reconstruction du parti. Il est récompensé pour son action contre les maladies mentales. Joël Doré a reçu aujourd'hui à Paris le prix Marcel Dassault 2017. Ce directeur de recherche à l'INRA à Jouan-Josas mène des travaux sur la microbiologie. Explication dans ce journal. Et puis c'est tout frais, Parly 2 compte une nouvelle extension. C'est la fin de plusieurs années de travaux de modernisation pour le centre commercial yvelinois. Son directeur, Jonathan Tout-le-Monde, est notre invité. Nous parlerons également avec lui de la période des fêtes à Parly 2. Lundi soir, donc, le Front National des Yvelines tenait sa soirée de Noël dans un restaurant de Versailles. Dans un contexte difficile, la fédération départementale recevait David Racheline, maire de Fréjus et directeur de la communication du FN. L'occasion pour lui et ses équipes d'évoquer le nouveau souffle qu'il souhaite donner au parti, Léa Rège et Nicolas Dandry. Débat de l'entre-deux tours qualifié de raté, départ de Florian Philippot et l'affaire des assistants eurodéputés. Le Front National est en pleine tourmente depuis les élections présidentielles de mai dernier. Son maître mot aujourd'hui, reconstruction. Nos adhérents sont en attente de notre fondation. Ils veulent savoir ce que ça va comporter exactement, quel est notre avenir à court terme, à moyen terme. Et j'espère avoir pu leur apporter un certain nombre de réponses à cela, car oui, nous sommes en pleine refondation qui a été souhaitée par Marine et qu'elle met en œuvre progressivement jusqu'au Congrès en mars. Une reconquête des militants s'opère à présent à l'échelle nationale, mais aussi et surtout auprès des départements et des municipalités. L'objectif, regagner une unité. Je pense qu'il faut absolument mettre en valeur nos équipes municipales. C'est vrai qu'on a l'immense chance d'avoir un maire Front National avec Mantes-la-Ville et par ailleurs des équipes aussi dans l'opposition qui veillent à la démocratie, à la bonne gestion locale et une équipe forte comme celle des Mureaux qu'on n'entend pas souvent. Donner la parole aux militants pour mieux les connaître, c'est le souhait également du parti. Le 14 novembre dernier, un questionnaire a été lancé auprès des adhérents. On est vraiment dans la refondation, c'est-à-dire on sait qu'on est dans une période sans élection proche, donc de restructuration, d'écoute surtout des électeurs, des militants, d'essayer de savoir ce qui les a déçus, ce qu'ils attendent. Les nombreux départs au sein du FN dans les Yvelines, François Siméoni, ancien président yvelinois du FN, puis Yasmine Benzelmat, ancienne conseillère régionale, fragilisent le parti. La récente élection de Laurent Wauquiez à la présidence des Républicains ne semble pas, quant à elle, les inquiéter. Moment difficile pour le Front National en Île-de-France. L'a été évoqué 3 élus, dont l'Yvelinoise Yasmine Benzelmat, qui ont quitté récemment le groupe FN au Conseil régional. Le Front National qui, rappelez-vous, en 2014 avait fait une percée à Mantes-la-Ville, première commune d'Île-de-France à devenir frontiste avec l'élection de Cyril Naute. 4 représentants de la communauté musulmane de Mantes-la-Ville sont jugés à partir d'aujourd'hui au tribunal correctionnel de Versailles, accusés d'avoir tenté de répertorier les musulmans du territoire avec le but, lors de ces municipales, de les inciter à voter pour la maire sortante PS de l'époque, Monique Brochot. Son territoire comprend une grande partie de Versailles, mais aussi les villes de Montigny-le-Bretonneux et de Guyancourt. Le député LREM de la première circonscription des Yvelines, Didier Bécher, tenait une réunion publique. C'était la semaine dernière au Vélodrome national de Saint-Quentin, en Yvelines. 6 mois après son élection, le parlementaire a dressé son bilan personnel, mais aussi celui de l'action du gouvernement. Il a été question notamment du budget et du plan étudiant, échange et pédagogie nécessaires aux yeux de l'élu sur des sujets qui avancent vite. Propos recueillis par Nicolas Kirilovitz. Et c'était important de se confronter avec les habitants de la circonscription pour voir comment eux ils percevaient l'ensemble de ces changements et le rythme des transformations. C'est aussi un moment de pédagogie pour expliquer pourquoi on a voulu un budget qui est à la fois très social mais aussi très réaliste. Il faut que les entreprises puissent investir, recruter. Et en même temps, on a traité les salariés avec du gain de pouvoir d'achat. Et ça, c'est important de voir si les habitants de la circonscription, que ce soit à Guyancourt, à Montigny ou à Versailles, ont bien compris ce qu'on voulait faire.
Dans les Yvelines aujourd'hui, 2150 enfants sont pris en charge par la protection de l'enfance. 85 millions d'euros par an sont consacrés d'ailleurs à cette mission par le conseil départemental. Hier, une réunion sur le sujet se déroulait à Plaisir, à destination des accueils de loisirs, mais aussi des professionnels de l'éducation. Sur place, Mélanie Poquet. Ils sont professeurs, animateurs ou responsables d'établissements et parfois témoins de situations préoccupantes. 87 d'entre elles ont été signalées en 2017 sur le secteur Plaisir-les-Clés-sous-Bois, Villepreux. On peut être sur des problématiques de défaut de soins, sur des problématiques de familles dépassées par ce qui se passe, ou en tout cas complètement débordées par leur vie professionnelle et leur vie familiale. Et ça peut avoir des retentissements importants sur la situation avec les enfants. Ça peut être des conflits très importants avec des adolescents. Ça peut être des choses extrêmement variées, des conflits familiaux auxquels les enfants assistent au quotidien. Ce lundi, la ville de Plaisir et le département des Yvelines proposaient une réunion d'information, une initiative de la mairie dans le projet Ville Solidarité lancé en 2015. La protection de l'enfance, comment est-ce qu'on peut faire pour être plus efficient, c'est-à-dire que les services puissent se parler entre eux et travailler entre eux pour pouvoir rendre un service rapide aux familles. Le problème, ce n'est pas de faire des réunions pour faire des réunions, c'est de mettre en place de véritables outils pour pouvoir le faire le mieux possible. 67 enfants sont placés sur le secteur. Une trentaine de travailleurs sociaux de l'enfance s'occupent de Saint-Quentin en Yvelines. Les échanges à Guyancourt vont se renforcer avec la mise en place dans la ville d'une nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. 40 partenaires signataires, parmi lesquels le préfet des Yvelines, le procureur de la République, l'Académie de Versailles, le département et Saint-Quentin en Yvelines. L'idée de favoriser la synergie des acteurs de terrain et des groupes de travail ont été constitués pour mener des actions concrètes autour de 3 axes. Écoutez. Tout le monde va travailler ensemble à partir d'un certain nombre d'axes qui ont été déterminés, c'est-à-dire se préoccuper des jeunes, échanger sur des situations concrètes. Prévention effectivement de la délinquance. Donc à Guyancourt, par exemple, nous on a ouvert un poste d'éducateur spécialisé. On accueille aussi des mineurs et des majeurs dans le cadre des TIGE. Et puis on a un autre axe aussi qui est important pour nous, c'est la prévention des violences faites aux femmes et intrafamiliales. Et puis aussi tout ce qui est autour de la tranquillité publique. Donc nous on va perdurer les liens que l'on a avec nos bailleurs. Et puis on va mettre aussi des actions de sensibilisation avec les jeunes autour effectivement de la tranquillité publique. Santé à présent avec un Yvelinois récompensé pour ses travaux sur la microbiologie. Joël Doré est directeur de recherche à l'INRA à Jouy-en-Josas depuis 34 ans. Il a reçu cet après-midi le prix Marcel Dassault 2017 pour la recherche sur les maladies mentales. Joël Doré travaille sur un projet pour comprendre les liens entre troubles de l'intestin et autisme. Les précisions avec l'intéressé au micro de Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Kirillovitz. Chercheur à l'INRA depuis 1983, basé dans les Yvelines à Jouy-en-Josas, Joël Doré est le lauréat 2017 du prix Marcel Dassault pour les recherches sur les maladies rares, un prix qui récompense son projet intitulé, assez long, assez complexe, intitulé le microbiote intestinal chez les personnes avec troubles du spectre de l'autisme. Un lien entre l'inflammation et les troubles digestifs. Alors, je vais me tourner vers vous, Joël Doré. Est-ce que vous pouvez un petit peu vulgariser votre projet, en quoi il consiste concrètement, sur quoi vous travaillez à l'INRA ? Bien sûr. Alors, on a depuis longtemps maintenant des travaux de recherche qui portent sur la relation entre le microbiote intestinal et l'humain dans le contexte de la santé, mais également dans des contextes de pathologie. Et on a pu, grâce à ces travaux, documenter l'altération de ce qu'on va appeler la symbiose, la relation normale entre l'homme et ses microbes, dans les grandes pathologies de société moderne, qui sont des maladies souvent avec une composante inflammatoire, une altération de défense naturelle. Dans ces pathologies, ce que l'on sait, c'est qu'elles augmentent en proportion ou en incidence depuis maintenant 60 ans, puis l'après-guerre, de façon
apparemment incontrôlées, au sens où finalement elles ne peuvent pas être expliquées par une altération de la génétique humaine, et donc elles sont sous le contrôle de paramètres de l'environnement, et notamment d'une altération du microbiote intestinal. Ce que le projet propose, en fait, en l'occurrence, c'est d'explorer l'importance de la relation entre le microbiote intestinal et le patient dans le contexte des troubles du spectre de l'autisme. Ce qui veut dire qu'on pourrait éventuellement imaginer qu'il y a un lien entre les deux. Quelle serait la cause, quel serait l'effet du coup? Alors ce qu'on peut documenter aujourd'hui à travers la littérature scientifique assez nourrie, c'est qu'il y a effectivement de nombreux cas où la littérature scientifique rapporte une altération du microbiote intestinal chez les patients autistes, les enfants ou les adultes en fait autistes, et on peut penser aujourd'hui que cette altération est un facteur aggravant d'un contexte d'inflammation qui finalement relie assez nettement, pour ce que nous dit la science, l'altération au niveau intestinal et la signalisation au niveau du cerveau. On a des travaux sur l'animal et des travaux sur l'homme qui documentent ces observations aujourd'hui. Donc votre objectif à vous, avec ce projet aujourd'hui, ce n'est pas forcément de guérir, c'est d'améliorer éventuellement la vie des patients. C'est le premier objectif de votre projet. Voilà, c'est important de le mentionner de cette façon-là. Effectivement, l'objet du projet est de mieux documenter, mieux caractériser la relation entre le patient et son microbiote dans le contexte des troubles du spectre de l'autisme, avec notamment un accent mis sur cette relation altérée qui fait que plus de la moitié des patients ont des symptômes gastro-intestinaux. Et donc on va essayer de documenter très finement la relation entre le microbiote, l'inflammation et les symptômes gastro-intestinaux chez les patients, que l'on peut percevoir comme une piste possible de construction d'innovation en termes de stratification et de suivi des patients. Mieux caractériser les patients, c'est mieux adapter le traitement possible en fait. Et en termes de thérapeutique, pour à minima résoudre les symptômes gastro-intestinaux qui sont aussi des problèmes de vie quotidienne en fait pour les patients et leurs familles. Et puis sur cette base-là, peut-être positionner les patients dans un contexte plus favorable pour la prise en charge clinique classique aujourd'hui. Alors ce prix Marcel Dassault, c'est 300 000 €, je crois, 245 000 € pour votre projet. 245 000 €, ça va vous permettre de faire quoi concrètement? Est-ce que c'est pour le long terme ou est-ce que ça va très vite dans ce genre de recherche et que 245 000 €, ça va pouvoir juste à court terme vous aider? En fait, on met en œuvre des outils qui sont les plus performants aujourd'hui pour la caractérisation du microbiote intestinal. Et puis, on va aussi inclure des patients. Donc, 150 patients autistes Asperger, 50 individus contrôle qu'on va caractériser de façon exhaustive, à la fois au plan clinique pour les patients, mais aussi au plan de la physiologie, de la nutrition, du microbiote intestinal, bien sûr, avec des outils qui sont performants, mais également chers. Et de toute façon, les essais cliniques sont des essais qui sont assez coûteux. J'en profite pour indiquer également qu'on va, en plus de cet essai réalisé chez le patient et chez l'homme, donc réaliser un travail sur l'animal qui a vocation à montrer que l'on peut, par transfert de microbiote chez des modèles animaux qui sont étudiés à l'INRA, montrer qu'on a une relation effectivement, un lien potentiel de causalité entre l'altération du microbiote et les symptômes gastro-intestinaux. Et puis pour bien comprendre et pour conclure, pour bien comprendre l'enjeu de ce projet, les troubles aujourd'hui du spectre de l'autisme toucheraient en France près de 1% de la population. Ce nombre-là ne cesse d'augmenter et il n'existe aujourd'hui aucun traitement curatif. Merci pour ces précisions, Joël Doré. Merci à vous. Eux aussi ont été récompensés. 200 étudiants de l'UFR de sciences sociales de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines ont reçu leur diplôme. Première cérémonie du genre organisée en fin de semaine dernière sur le site de Guyancourt. L'occasion de marquer la fin d'un cycle passé à l'université pour les étudiants de licence générale et professionnelle ainsi que pour les masters. Interview collectée par Nicolas Kirillowitz. C'est l'occasion pour nous d'avoir tout de suite après leur diplomation, d'avoir tout de suite une première impression sur finalement comment dans leur poursuite d'études, pour ceux qui poursuivent leurs études ou leur insertion, comment ils se sentent et est-ce que la formation, ils arrivent effectivement à bien faire le lien et à l'utiliser dans le cadre de leur nouvelle activité.
Nous vous en avons parlé dans le 7-8 journal. Le centre commercial Parly 2 au Chesnay a inauguré tout récemment sa nouvelle extension. Un passage qui permet aux clients de circuler plus facilement dans l'enceinte. 16 boutiques qui ouvrent et des enseignes historiques qui se réinventent. Bonsoir Jonathan tout le monde. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Parly 2. L'inauguration de cette nouvelle extension, c'était le 29 novembre. Finalement, un renouveau pour le centre commercial qui a débuté depuis 2010. 200 millions d'euros qui ont été investis. Et c'est la fin, oui, d'une longue phase de travaux, on peut le dire, pour le centre commercial. Effectivement, mercredi 29 novembre, nous avons célébré la fin de cette dernière tranche de travaux, les plus lourds, les plus conséquents, mais qui s'inscrivaient dans un programme beaucoup plus long qui a démarré en 2010. Donc en reprenant la chronologie de ces programmes, on a d'abord eu la rénovation d'une partie du centre en 2010-2011. En 2012-2013, on a créé un nouvel accès derrière le centre pour mieux répartir les flux et mieux irriguer les arrières du centre et décongestionner le centre-ville du Chesnay. Moi, quand je suis arrivé début 2015, on s'est attaché à rénover l'extension créée en 1987 pour la mettre en cohérence avec l'esprit vraiment 60 chic, élégant du centre commercial. Parce que si on revient sur l'historique, il y a eu effectivement une rénovation, une extension en 87 et depuis, plus grand-chose. Exactement, donc il y avait quelque chose à faire. Et donc, à peine cette rénovation de 1987 achevée, on a commencé cette extension de mars 2016 à novembre 2017 qui visait à faire se connecter, à faire se rencontrer deux parties du centre qui étaient un petit peu en cul-de-sac. La zone du BHV et de Monoprix, la zone de la Fnac CA. Donc on a inséré une brique à la place des parkings et donc on a créé cette boucle de circulation qui est bien plus aisée. Et d'ailleurs c'est le principal retour des clients, c'est on circule beaucoup mieux dans votre centre commercial et c'est beaucoup plus agréable. Et on en a profité effectivement pour rénover aussi la totalité des façades extérieures, à peu près 12 000 m² de façades, les façades en fait de l'ensemble immobilier, mais aussi des parkings. Les parkings aussi, oui. Et l'autre grande nouvelle qu'attendaient les clients et les commerçants, c'était la réouverture des accès et des parkings. Et donc voilà, donc on est très content de la fin de cette opération. Et pourquoi ce renouveau était-il primordial pour Parly 2 ? À la fois pour offrir une offre commerciale supplémentaire, on offre 16 nouvelles boutiques, dont de très beaux noms, comme Jot pour ses petites doudounes ultra légères, Ben Simon, Atelier de famille, New Balance, Armani Exchange, bientôt les ouvertures d'Emma et Uniqlo. Et à proximité aussi, la réouverture d'une offre de jouets avec la Grande Récré, Maison du Monde qui fait aussi sa grande entrée à Parly 2, et la réouverture de Monoprix qui s'est étendue sur 2000 m² dans un dernier concept. Voilà. Et donc, il était important de réinsuffler un petit peu de modernité, de cohérence dans ces différentes parties du centre qui s'étaient construites au fur et à mesure des années, sans forcément beaucoup de cohérence. Alors c'est une nouvelle extension qui a été faite juste avant le grand rush. L'inauguration s'est déroulée juste avant le grand rush de décembre et des fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il y a une organisation particulière pour Parly 2 à ce moment-là, pour cette période des fêtes ? Oui, les chiffres ont tendance à montrer que 30 à 40% de l'activité d'une enseigne se fait à partir du 15 novembre. Ouais, donc effectivement, il y a un enjeu colossal. Tout d'abord, dans l'enseigne, il y a probablement un renfort d'équipe qui se met en place, des approvisionnements supplémentaires, donc tout un flux logistique à organiser et qui impacte aussi le centre et ses abords. Bien sûr, du merchandising, une décoration, ça c'est la partie plutôt enseigne. Et le centre se mobilise aussi pour accompagner les clients et les commerçants. Nous, Vigipirate, bien entendu, s'adaptent. On renforce nos dispositifs sur centre et sur les abords, en partenariat avec les forces de police, bien évidemment. De sécurité renforcée, du coup. Exactement. Une décoration de Noël qui arrive vers le 15 novembre pour créer cette féerie. C'est important de se sentir bien, d'être dans un esprit familial, décontracté. C'est ce qu'on attache à faire à Parly 2. Et puis, on offre aussi des animations, par exemple. Nous, on a un très grand calendrier de l'Avent où on gagne systématiquement une dotation qui est offerte par une enseigne. Donc, c'est un moment récréatif pour le client. Il gagne à tous les coups et ça donne de la visibilité à une enseigne, par exemple. On a des grooms pour aider nos clients à faire les parcours centre de shopping et parking. On a aussi un Père Noël, bien entendu, bien sûr, et des décorations de Noël tout à fait gigantesques avec un sapin de 12 mètres de haut, un ours en peluche géant à côté de chez Truffaut. L'organisation voilà, tout est fait pour créer un petit peu de l'émotion et je pense que c'est important. C'est quand même des moments de shopping, des moments d'émotion, des moments plaisants et on essaye
d'apporter un peu de féerie dans ces séquences-là. Et finalement, on peut le dire, un double enjeu de faire cette inauguration de la rénovation juste avant les périodes des fêtes, c'était voulu ? Bien entendu, il était important de tenir un planning serré pour offrir des fêtes à nos clients et à nos commerçants, tout à fait. Dernière thématique que je voulais aborder avec vous, il y a cette phase de travaux terminée, enfin pas tout à fait, puisque le dernier chantier en cours, c'est la construction d'un multiplex UGC de 12 salles, donc 2500 fauteuils. Ça ouverture prévue en 2019. Important, oui, qu'il y ait ce multiplex pour la notoriété du centre commercial. Très très important cette offre loisir. Nous avions un cinéma qui a fermé en juin 2014, 5 salles, un cinéma un petit peu vieillissant mais historique, apprécié. Là, on a réussi donc à obtenir toutes les autorisations nécessaires auprès notamment des autorités compétentes, pour ouvrir mi-2019 un grand multiplex de 12 salles, totalisant 2200 sièges, avec l'opérateur UGC Cinécité, dont on est ravi que cette offre revienne, puisqu'en fait c'est un flux très complémentaire par rapport au shopping un peu classique. C'est une offre qui vient plutôt en soirée, sur des flux et des créneaux horaires un petit peu différents, et c'est une attente très très forte qu'on sent auprès de tous les habitants de la zone et de nos visiteurs. Ça sera ma dernière question. Ce cinéma UGC arrive dans une offre assez pléthorique de cinéma dans les Yvelines. Il y a le multiplex aussi à 50 ans en Yvelines UGC, des multiplex prévus à Maurepas, à Plaisir pour 2019. Bon, c'est un peu plus loin en termes de kilomètres. Vous n'avez pas peur sur la fréquentation qu'elle en pâtisse finalement, cette fréquentation ? Non, l'offre à proximité, c'est celle de Versailles, le Roxane et le Cyrano, mais qui sont plutôt sur de l'arrêt d'essai, des choses un peu plus pointues, un peu plus spécialisées. Donc là, c'est une offre complémentaire. Nous, on est vraiment sur une offre grand public. Voilà. Donc, dans un rayon de 0,15 minutes, on sera la seule offre de ce type-là, multiplex, grand public. Voilà. Donc, on est très, très content de cette ouverture, encore une fois, été 2019. Merci Jonathan Tout-le-Monde d'avoir été avec nous, directeur de Parly 2. Et pour plus d'informations sur le centre commercial, les différents horaires d'ouverture, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Ça sera notre dernier sujet. Comme chaque mardi, le portrait de la rédaction consacré à une personnalité du territoire. Il est sans conteste l'un des Yvelinois de l'année. Adila Mohammadi a conservé sa ceinture européenne de boxe le 11 novembre dernier au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Et avant de se tourner vers le championnat du monde, le sportif de la Team Farrugia s'adonne à une autre carrière. Son autre carrière, celle d'agent de la ville d'Elancourt. Et les images de ce sujet sont signées Nicolas Kirilovitz et Michael Elmidoro. Il y a le boxeur, mais aussi l'animateur. Deux facettes qui constituent Adila Mohammadi. L'athlète, vous le connaissez sans doute, champion d'Europe des poids super moyens, ceinture que l'Élancourtois a conservée en battant Christopher Rébrassé à l'issue des 12 rounds. C'était à domicile lors du Main Event 4 au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Encore champion d'Europe dans les Yvelines, grande fierté et encore merci pour ceux qui me soutiennent. Une ceinture européenne conquise pour la première fois en 2015 face à l'Espagnol Mariano Hilario. Adila Mohammadi a alors 34 ans, succès obtenu sur le tard certes, mais le boxeur vise toujours plus haut. Ce qui a fait peut-être la différence sur ce combat, c'était peut-être la détermination. Voilà, je sais pourquoi j'y suis allé, je voulais cette ceinture, c'est un objectif que je voulais atteindre. De la détermination, il en a fallu aux sportifs un an plus tard. Nous sommes en 2016, Adila Mohammadi remet en jeu son titre face à l'anglais Callum Smith à Liverpool. Un combat qui tourne mal dès le premier round. L'Yvelinois tente sa chance mais vite dépassé par son adversaire et l'arbitre contraint d'arrêter le match. Après cette défaite, on dit alors le boxeur fini. C'est mal le connaître. Adila se remet vite en selle avec l'aide de la Team Farrugia et du promoteur Malamine Koné. Non, alors ma carrière n'est pas terminée. Il faut le savoir, elle n'est pas terminée ma carrière. Je ne suis pas un rêveur. Voilà, rêver c'est quand on dort. Dort, on ne fait pas grand chose. Donc moi je suis vraiment plus quelqu'un qui a des objectifs. Voilà. Et mon but c'est de les atteindre. Au printemps dernier, le compétiteur reconquiert déjà sa ceinture européenne, moins d'un an après l'avoir perdue, et conserve donc son titre en novembre face à Christopher Rébrassé. À 37 ans, Adila Mohammadi se laisse encore du temps pour être challenger d'une ceinture mondiale. En attendant, quand il n'est pas à l'entraînement ou sur les rings, Adila Mohammadi consacre du temps à son autre vie, celle d'agent de la ville d'Elancourt. Un travail auprès des enfants de l'école Willy Brandt, comme ce jour-là, avec des activités organisées au complexe sportif de l'Europe. Et l'as de la boxe semble se muer parfaitement dans la peau d'animateur.
C'est un bon animateur. Il travaille bien, il nous fait rigoler, il est gentil. Au début, moi, je pensais que c'était un simple animateur. Et comme mes parents m'ont dit quand il est passé à la télé, ça m'a surpris. C'est un grand boxeur et il est très gentil. Directeur de centre de loisirs à son arrivée à Elancourt, Adila est redevenu ensuite animateur avec des échéances sportives de plus en plus importantes. Il doit composer avec un emploi du temps très chargé, mais effectue tout de même un service de 35 heures par semaine pour la mairie yvelinoise. C'est aussi une coupure par rapport à ce que je peux faire le soir. J'ai une autre vie aussi. Bon, c'est cette petite différence, le boxeur finalement qui n'est pas si brut que ça, vu que finalement il est avec les enfants aussi. Un rapport humain qui fait que ça me plaît, quoi. Adila Mohammadi va rentrer très prochainement dans une nouvelle phase de préparation, travailler dur pour atteindre son prochain objectif, monter sur le toit du monde. Moi j'ai dit il était gentil. Ah, ça c'est bien ça aussi. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 journal. Reportage et replay à retrouver sur notre application mobile et également notre site internet. Excellente soirée à tous.